c'est le bouddhisme qui entre en Inde. Quand ça en Chine. Voilà. Non. Non. En 65. Après Jésus-Christ. La pagode transintermédiaire du portugais est un lieu de culte pour les croyants de religion bouddhiste. C'est la forme qui a pris le stupa aux Zézis dans le monde chinois. Vous vous rappelez le stupa? On ne savait pas, il n'y a pas de pièce dedans. Ben voilà, c'est la même chose avec la pagode, il n'y a pas de pièce dedans. C'est fermé, mais c'est construit comment? Avec le système que je vous ai expliqué de socle de briques et puis le reste en bois avec des systèmes de porte-à-faux. D'accord? Et c'est quoi exactement? C'est la même village que Pareil, même religion, même fonction. Et on en a une en brique, ici par exemple, elle est assez étonnante. C'est en Chine qu'on trouve la plupart des pagodes en brique. Voilà, ici on a comme ça, du 6e siècle, c'est quand même assez exceptionnel. De forme octogonale, ici, c'est une des plus anciennes existantes en Chine. Donc c'est du temps Songvu sur le mont Song, dans le Hunan, date de 523 après Jésus-Christ. Franchement, c'est exceptionnel. Moi j'ai déjà, en voyage, fait des détours pas possibles pour trouver de l'architecture mérovingienne, et j'arrivais dans un truc où il y avait 5 guerres par terre. Il y a un truc comme ça du 7e siècle, c'est peut-être très étonnant. Sur le plan donc dodécagonal, c'est donc 12 côtés, elle est le monument le plus ancien actuel sur l'Islande. 15 étages totalisant 37 mètres de haut quand même. À la tradition indienne se rattachent aussi les temples bouddhiques et les sanctuaires troglodytes. Donc, il y a des grottes aussi en Chine, comme il y en avait en Inde. La grotte des 1000 Bouddhas, la grotte de Bunkan, les grottes de Maïtsi. Donc, au niveau architecture religieuse, il y avait les temples bouddhiques, les sanctuaires troglodytes. Voilà, ici, la grotte des 1000 Bouddhas, vous voyez, ça a l'air extrêmement vaste. Hein? Donc, celle-ci date du 4e siècle, ces grottes-ci. Et donc, vous avez des personnages de tous les styles là-dedans, vraiment de toutes les grandeurs, de toutes les hauteurs, toutes les techniques. Ici, la grotte des 10 000 Bouddhas. Les murs sud et nord, ils ont au moins 15 000 images de Bouddha ou même plus. Donc on est sur la période des Tang. Il y en a qui font 4 mètres de haut, 54 fleurs de lotus et chacune d'elles un bodhisattva sur la figure d'un donateur. Ce qui dénote une conception tout à fait unique et originale. Voilà, ici encore une toute vieille photo du début du XXe siècle sur le site de Dunhuang. Vous avez comme ça toutes ces grottes. Ici, j'avais le choix. Hein. Je vous ai pris 3-4 photos de l'intérieur. Elles sont toutes plus différentes les unes que les autres. Regardez, on l'a une. La douane, toujours, aux confins de la Chine, les grottes Mogao, à 25 km de douane. Ça, c'est une autre peinture que j'ai pris comme ça, avec des personnages. Asie, Tibet, Iran. On a des personnages qui viennent de partout, là. Ou ici, un autre style encore, qui évoque des échanges commerciaux avec la Perse. Voilà, encore un autre. Celui-là, c'est un homme qui tient un cheval par la bride. C'est plus élevé, plus rapide. Ça, c'est encore un autre style. Le Bodhisattva Avalokitesvara. C'est un détail d'un rouleau peint du 9e siècle. C'est plus. Hein? c'est un Bouddha? Bodhisattva, c'est un acolyte de Bouddha. Il y a quoi? Une femme. Une quoi? Une femme, là oui. Une femme. Avec ses grandes manches. Alors, ça m'aimait bien d'avoir les grandes manches, il mettait les mains dans les manches. Déjà pour l'empereur, par exemple, c'était une protection. Et pour les gens aussi, parce que, vous savez, quand vous regardez les hommes politiques, vous regardez leurs mains, c'est expressif les mains, hein, ça en dit des trucs. Dans une cour pleine de
Et d'autre part, si vous vouliez faire un attentat, vous devez soulever, bouger toutes ces tonnes de tissu. Donc c'est une manière de protéger aussi, d'avoir ces manches immenses. Ça c'est pour les Bouddhas. Mais c'est toujours dans les grottes, il y a toutes sortes. C'est dingue, vous allez voir ça, vous avez déjà vu si vous avez déjà fait votre carnet là-dessus. Il y a tellement de styles que. Donc il y a des grottes de Mogaodoag, 51 000 statues là dans 53 grottes. Non, regardez ici. Et là, on est dans quelle dynastie? Ben, Tang, mais on ne peut pas dire que c'est seulement à cette époque-là, parce que ce sont des lieux de culte qui vont, à mon avis, continuer d'être traités. Assise au 9e siècle, il m'a dit ici, par exemple, vous voyez. Ah, l'image est partie, c'est parfois sur Internet, il repique, hein. C'est une position. Ça, c'est la période où tu demandais qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là, tout à l'heure, entre les deux. Eh bien, il y a les 6 dynasties ici, vous voyez, c'est un moment où c'est un peu plus complexe. En tout cas, sous la dynastie sino-barbare des Qi septentrionaux, fidèle à l'iconographie fixée en Inde, l'être d'éveil porte le costume et les attributs princiers. Le diadème orné, les lourds bijoux. Les traits sont stylisés. Ça veut dire quoi? Il y a du bridé. Alors, se remarque dans le fait que le torse, contrairement à la méditerranéenne, est couvert d'une fine étoffe. La gestuelle est conforme au canon répandu dans tout le monde bouddhique. La main gauche dans laquelle apparaît le bouton de lotus figure le geste du don. La droite relevée, brisée au poignet pour esquisser le geste de l'absence de crainte, ou bien probablement être retourné comme si venait à toucher l'écharpe douceur d'un geste qui manifeste le don de soi. Des contacts s'établir avec les Chinois du Nord par la voie de la Perse et de l'Iran gréco-bouddhique, un formalisme nouveau s'élabore, une sorte de classicisme dont témoignent des statues en argile séchées en un style si fortement marqué d'hellénisme qu'elle semble étrangère à la tradition chinoise. Vous vous rappelez nos Grecs qui avaient influencé les Bouddhas indiens? Eh bien, il semblerait qu'ils aient aussi influencé des Bouddhas chinois. Je ne sais pas. Voilà, très beau passage entre le plan ici. Très belle œuvre, celle-ci. Voilà, toutes sortes de périodes. Voilà. Ici, ceci provient de Nara. Nara, c'est une capitale assez importante. Donc encore une de ces pagodes. Donc la tour du Blanc Cheval Temple. Une photo de 1908. Je reprends ici. Le texte que vous avez reçu, c'est parmi les plus anciennes constructions préexistantes, citons le monastère Tse-En, avec la pagode de l'oie sauvage. Voilà. Le pavillon principal du temple dans le Clancy, construit en bois, je vous ai mis la maquette. Et le pavillon de Guanding du temple de Toulouse à Xiyen, dans le Hopei, ces deux derniers pavillons étant considérés comme les plus beaux exemples. Je vous les montre là. Celle de l'oie sauvage, un détail. Celle de la petite oie. Voilà.
C'est du bois aussi. Non, c'est de la brique ici. C'est les seuls où on a des exemples de pagodes en brique. Et on voit encore une autre, c'est de la grande oie cette fois-ci. Donc c'est plus géométrique, c'est plus simple. Alors, pour ce qui est des temples, donc ça c'était des pagodes, maintenant je vous montre les temples. Donc là on a le principe que je vous ai déjà expliqué. Toujours la même chose, hein, comment dire, la base en briques, puis le reste en bois, et puis les toitures en porte-à-faux. Ici, ils ont refait en Amérique une copie en 1988 d'un temple. Vous avez les Américains. Voilà. Donc un petit pavillon qui a été reconstruit aussi sous la dynastie des Liao. Ça, c'est un des plus anciens monuments de Chine. Et il a déjà eu 28 tremblements de terre et il n'a pas bougé. Pas mal. Le temple de la joie solitaire se trouve dans le district de Jijiang. Le pavillon de Kuan Yin du temple de Toulouse dans le Hopei. Voilà, là, donc on est sur les Tang. Et ça, c'est la grandeur de l'Empire. Jusqu'au début du Xe siècle. Les pagodes que vous disiez, c'est un peu partout, c'est par rapport à la dynastie Han ou est-ce qu'elle est déjà à la dynastie Han? Les pagodes. Ah la dimension qu'on a vu que c'était au 7e siècle, je crois. Voilà. Et bien, puisque. Voilà, très magnifique, non? Ces peintures-ci. Hein? Ça, on en a pas mal à cette époque-ci. C'est dans un mausolée, ceci. Ok. Et les temples, alors, vous dites que ça commence. Ah, il n'y a rien dedans, hein? C'est pas. Ah, les temples. Ah, ben, les temples. Ça commence à partir de la dynastie Tang, je pense. C'est pas possible, c'est après Jésus-Christ, c'est pas après. Après Jésus-Christ, c'est quoi? Si le bouddhisme est apparu en Chine, après ça s'appelle Jésus-Christ, en 1964, donc il ne peut pas y avoir une chambre. Ah non, c'est impossible. Il n'y en a pas des temples, il n'y a pas de bouddhisme encore là, à cette époque. Je vous dis, à cette époque, on a des divinations, on a des écorces de tortues sur lesquelles on a écrit des trucs. Je parlais des temples. Ah, des temples. Là, on dit, parce que là, on voit les temples, est-ce que l'apparition des temples, c'est à partir de la dynastie Tang, ou on avait bien avant? Non, je vous ai donné les dates là. Oui, mais j'ai pas Une pause. Oui. Ouais.